La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Rotate. Bonsoir, de 200, Air France, 102 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Il est mercredi soir, 20h30 passé de quelques minutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, enfin début de semaine en tout cas, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était vendredi. Pour celles et ceux qui ont participé à la bonne émission avec Monsieur Lorenzo, vous aurez le replay normalement dans la semaine prochaine. Et si vous ne l'avez pas vu, il faudra vous entraîner parce qu'on n'était pas prêt. Mais bon, on l'a vécu quand même, donc c'est bien. N'hésitez pas à dire bonsoir dans le chat, comme vient de le faire notre ami Philémon. Bonsoir Philémon, bonsoir Julo. J'ai vu des gens de la modération qui sont déjà connectés. Merci à eux parce que sans une modération efficace, eh ben, c'est compliqué. Donc merci à vous d'être fidèles au poste, d'être présent à la barre si on peut dire. Merci beaucoup Aérocosmos59, bonsoir, bienvenue, premier commentaire je crois, donc bienvenue dans la zone aéro. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat et on se salue, on est des gens polis et civilisés la plupart du temps, donc allez-y, faites-vous plaisir. Alors de quoi il faut que je vous parle, parce que j'ai déjà préparé quelques petites choses. Alors avant que j'y pense, pour les gens qui font partie de la Ground School de la zone aéro, prochaine date, ce sera pas mardi prochain, l'autre mardi d'après. Voilà, il y aura un visuel qui devrait arriver et qui vous présentera le prochain cours qui vous sera dispensé par Cynthia et son équipe. Je vous rappelle que vous, viewers, vous avez la possibilité, l'opportunité de vous connecter en même temps que les stagiaires. Les stagiaires sont en cours avec Cynthia ou des intervenants, tout est retransmis, restreamé, et puis vous, vous pouvez suivre ce cours à distance, et donc les stagiaires posent des questions, etc. etc. Voilà, c'est un peu le principe de la Ground School, de vous emmener passer ou préparer les modules du LAPL et du PPL théorique, donc n'hésitez pas à rejoindre ce beau projet. Voilà, qui vous apprend beaucoup de choses, en tout cas on l'espère. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Que le programme de février évidemment est bloqué, on l'a annoncé. Le programme du mois de mars également est verrouillé. Voilà, il nous reste 2-3 petits ajustements, mais c'est verrouillé. On vous prévoit aussi des invités plateaux qui devraient arriver sur le mois d'avril, sur le mois de mai aussi. Donc, vous voyez, les choses se remplissent bien, et ça fait plaisir. Bonsoir, monsieur Nikos. La Bourgogne est en force ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Lolo Radar qui est là aussi, qui s'est remis du live de vendredi, et qui en plus est en live sur sa chaîne, enfin il y a un event. Donc merci Lolo d'être présent. Je rappelle à celles et ceux qui nous suivent sur Twitch et sur YouTube, que les replays sont dispo sur Twitch à J plus maintenant jusque 14 jours, et puis sur YouTube c'est à partir de 14 jours gratuitement. Donc n'hésitez pas à poster, reposter, laisser un commentaire, mettre un pouce. Pourquoi? Parce que pour les algorithmes, ça fait remonter l'émission, et si ça fait remonter l'émission, on voit plus d'aviation, donc tout le monde y gagne. Nous aussi, mais vous aussi. Finalement, il y a pas mal de suggestions qui arrivent dans vos algorithmes à vous aussi, et puis il y aura plus de contenu. Donc n'hésitez pas, si vous le faites, on vous en remercie évidemment. Et puis pour soutenir le travail de la zone aéro, vous connaissez le principe, ça se passe sur Twitch, vous pouvez prendre des petits subs, ça coûte le prix de 2 cafés pour un mois à peu près, pour ne plus avoir de publicité pendant les lives, donc c'est plutôt pas mal, d'avoir accès au replay tout de suite après l'émission, directement sur Twitch, donc ça c'est cool. Et en plus, si vous êtes abonné Amazon Prime, c'est gratuit sur une chaîne Twitch pendant 30 jours, donc vous pouvez nous choisir. Et du coup, c'est comme un vrai abonnement, sauf que ça vous coûte rien, donc c'est cool. Voilà, voilà ce que vient de faire notre ami Nikos. Et ça déclenche les lumières qui clignotent en dessous. Merci Nikos pour le sub, merci beaucoup.
Je vous rappelle également que le bon live avec la Gazette de l'ULM est en replay depuis la nuit dernière. Vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait faite avec Laura et Eddy sur la Gazette de l'ULM. Et quelque chose me dit, je dis ça mais vous n'avez rien entendu, qu'on devra entendre parler de la zone aéro dans le prochain numéro. Je dis ça, je dis rien. Bien, ah oui, et puis dernière petite chose dont je voulais vous parler, ce sont les lives TikTok. S Dupuis 7, bienvenue, merci beaucoup, bienvenue dans la communauté de la zone aéro, ça fait plaisir. Le live TikTok, les lives TikTok, on va les lancer un petit peu plus régulièrement. Les émissions continuent sur Twitch, évidemment, ça ne change pas. Par contre, on va peut-être vous proposer un petit contenu un peu différent sur TikTok, que ce soit avant ou après les émissions, histoire de faire un petit peu de réact sur les émissions qui se sont passées, de temps en temps, je ne dis pas que ça va être systématique, voire un petit peu avant, si c'est des émissions un petit peu importantes, avec une potentialité de plus de questions, peut-être qu'on vous ouvrira l'antenne de TikTok, donc rejoignez la chaîne TikTok de la zone aéro, et il y aura des lives qui vont être organisés comme ça, un petit peu à l'arrache, hein, des lives un peu sauvages, mais qui seront quand même en lien avec le programme. Donc si vous êtes sur TikTok, rejoignez-nous, et puis on pourra continuer d'échanger en dehors des créneaux officiels. Je crois que j'ai tout dit, me semble-t-il, donc je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et on est parti, je vais le faire apparaître ici, là, vers le 747 Air France. Il est où? Il est là. Hop, il arrive. Ce sont les actualités du terminal dans quelques instants. Il y en a 5 à vous partager ce soir. Puis la séquence de l'émission, ce sera un visage dans les nuages avec Rosalie qui sera avec nous tout à l'heure. Elle est pilote en aviation d'affaires. Elle vient de démarrer un nouveau métier. Elle vient d'apprendre un nouvel avion. Elle a suivi un cursus dans le cadre d'une reconversion. On rentrera un petit peu dans les détails parce que vous êtes peut-être dans ce cas-là. Peut-être que vous vous posez la question, vous qui êtes ici en live sur Twitch, mais aussi peut-être pendant le replay, vous posez la question de vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Oui, non, pourquoi? Quels obstacles je peux rencontrer? Quel levier je peux avoir? Eh bien écoutez, le plus simple, ça sera de lui demander tout à l'heure, elle sera avec nous. Rosalie Huck, pilote de Phenom 300 en aviation d'affaires, c'est tout à l'heure la séquence un visage dans les nuages. Et puis fin d'émission, vous connaissez le principe, la foire aux questions, remise de gaz, on aborde les dernières questions, on parle du programme et des belles choses qui sont à venir dans la zone aéro. Merci Philémon. Voilà, il a lancé l'avion en papier et il prend sa carte des 18 mois. Merci beaucoup mon ami. Zou, on décolle, c'est ça. Et vous avez d'ailleurs lancé un train de la hype. Je ne sais pas s'il apparaît, hop, là-bas, en dessous, sur le côté. Voilà, et c'est Nikos qui est le conducteur du train de la hype. Donc allez-y, faites circuler le train de la zone aéro ou de l'avion, c'est vous qui choisissez. Tchou-tchou, hop, vous envoyez un abonnement et c'est parti. Vous pouvez offrir des subs aussi. Faites vivre le train de la hype. Voilà, allez, hop, je repousse le sommaire, tac. Et puis tout de suite, on enchaîne directement sur l'actualité du terminal de ce soir. L'actualité du terminal, news, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et on est parti pour l'actualité du terminal. Attendez, hop, voilà, comme ça c'est parfait. Un nouvel aéroport au Luxembourg, c'est ce dont on va parler dans un instant. Est-ce que peut-être vous, dans le chat, vous allez régulièrement au Luxembourg, vous voulez prendre l'avion? Eh bien, en fait, il y a un nouvel aéroport, du Luxembourg Airport, le Findel, qui séduit de plus en plus de voyageurs du Grand Est, grâce d'ailleurs à une offre européenne assez abondante, qui est notamment portée par Ryanair, par EasyJet et par Volotea. Il est situé à environ 1 heure de Metz, et il a déjà accueilli plus de 5 millions de passagers en 2024 et il continue de battre vraiment des records en fréquentation, des billets à bas prix notamment vers l'Europe, parfois aux alentours de 40 € aller-retour, donc c'est vraiment pas cher. Et tout ça explique en fait une grande partie de cet engouement sur cet aéroport. Des projets d'ailleurs de liaison long courrier, dont un possible retour vers New York, sont à l'étude.
Et en attendant, bien, le Findle s'impose toujours comme une alternative attractive aux grands aéroports français, notamment pour des courts séjours. Voilà, est-ce que vous avez déjà pris l'avion, en tout cas, depuis cet aéroport? Oui, non, dites-nous, est-ce que vous le trouvez bien ou pas du tout? Voilà, la piste orientée nord-sud, sinon elle ne tient pas en largeur. Ah oui, à cause de la taille de Luxembourg. Pas mal, Finebonne, pas mal. Hein. Allez, on enchaîne. Vous pouvez commenter, hein, continuer de discuter sur le chat sans souci, et moi je prends tout ça au fur et à mesure. On va parler de cet avion, un FedEx, qui est en mauvaise posture. Hein. La roulette donnée, voilà, on ne sait pas trop où elle est. C'est un Airbus A300-600F, donc avion cargo hein, de FedEx, qui s'est affaissé. Il est tombé sur le nez, c'était le 4 février 2026 lors d'une opération de maintenance. Ça se passe à l'aéroport de Baltimore-Washington International Airport. Il était stationné sur le tarmac et il a vu son train avant céder, laissant le fuselage avant au sol. Voilà, il s'est incliné et il s'est affaissé. Alors, évidemment, aucun blessé, hein, l'avion est à l'arrêt, donc aucun blessé ni fuite de carburant n'a été signalé et l'incident n'a pas du tout perturbé le trafic passager. Les dégâts concernent principalement le train d'atterrissage avant, ça concerne la partie inférieure du fuselage et il va y avoir quand même une enquête qui est censée devoir déterminer les causes exactes de cette défaillance. Alors que, on en avait déjà parlé avec le crash qui avait eu lieu il n'y a pas très longtemps, UPS ou DHL, le DC-10, je crois que c'était DHL, puisque ce sont des avions cargo qui sont assez vieillissants et qui nécessitent des inspections de plus en plus poussées, de plus en plus fréquentes. Donc ce sont des vieux avions, d'ailleurs la plupart du temps, ce sont des avions de ligne hein, qui étaient utilisés en tant que passagers, qui sont réformés, rétrofités et puis qui repartent pour faire du cargo. Le MD-11 UPS, merci beaucoup S. Dupuis. On continue, et vous l'avez vu comme il est beau celui-ci, hein, de la compagnie ITA Airways, puisqu'elle met en service un Airbus A320-200 qui a été décoré aux couleurs des Jeux Olympiques. On le voit à l'arrière, là, on voit des petits skieurs, des patineurs, etc. Donc, les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026 qui ont été lancées samedi, je crois. Non, c'était samedi, oui. Non, c'était vendredi. Non, c'était vendredi soir. Vendredi soir, la cérémonie d'ouverture. Donc, cet avion hein, qui est habillé d'une livrée qui inspire les paysages alpins et du sport hivernal. Ça va devenir un ambassadeur volant en fait, de la compagnie et de l'Italie pendant l'événement. L'appareil va opérer des liaisons court courrier et moyen courrier, notamment entre Rome, Milan et plusieurs capitales européennes, jusqu'à la fin des Jeux. Donc c'est un bon coup de promo. Et la compagnie accompagne aussi cette opération d'action marketing dans ses salons en centre-ville à Milan pour renforcer sa visibilité avec le rendez-vous mondial que représentent les Jeux Olympiques d'été et d'hiver aussi. On continue avec une nouvelle base annoncée pour Wizz Air, la low-cost Wizz Air qui ouvrira cet été, l'été 2026, une base à l'aéroport de Falcone Borsellino Airport. C'est en Sicile, donc nouvelle base de Wizz Air en Sicile, avec 2 Airbus A321 Neo qui seront basés sur place. Ça propose à peu près 1 million de sièges annuels et 10 routes vers 7 pays. Donc en tout cas, c'est ce qu'annonce la compagnie, dont plusieurs liaisons domestiques vers Milan, Venise ou Bologne à des prix assez compétitifs. Et cette expansion doit permettre à la compagnie de dépasser les 10% de part de marché en Italie et de devenir le 2e transporteur du pays derrière Ryanair. Oui, encore eux. Donc pour Palerme, déjà, il y a un record de fréquentation qui a été établi. L'arrivée d'une base permanente renforce le rôle de porte d'entrée touristique et économique sur la Sicile occidentale. Donc une chouette destination en plus à faire grâce à Wizz Air. Si d'ailleurs vous voulez connaître un peu plus les coulisses de Wizz Air,
Je vous renvoie sur la vidéo qu'on avait fait avec Achille Corset, qui était venu nous voir, qui est copilote chez Wizz Air. Donc, allez voir le replay, vous en saurez plus. Et puis, on termine l'actu de ce soir par une petite news, enfin une petite news, elle n'est pas news pour le coup, mais une petite brève historique. C'est aussi ça la zone aéro. On va se reporter au 11 février 1932. Je vous laisse faire le calcul. Ça se passe à Étampes. C'est l'ingénieur René Cousinet qui fait voler pour la première fois son avion transatlantique, le Cousinet 70 Arc-en-Ciel. Vous avez vu, c'est quand même une belle bête pour 1932. Donc, 3e édition, le Cousinet 70 Arc-en-Ciel 3, inspiré par la traversée de l'Atlantique qui a été réalisée en 27, donc quelques années avant par Charles Lindbergh. L'appareil est conçu pour effectuer des liaisons régulières entre les continents. Il est construit en bois et contreplaqué. Il est doté d'une autonomie d'environ 6800 km et propulsé avec 3 moteurs Hispano-Suiza. Et il marque, pour le coup, une étape majeure pour l'aviation française. L'année suivante, c'est ni plus ni moins que Jean Mermoz qui l'utilisera pour relier Saint-Louis du Sénégal à Natal au Brésil et ouvrira les premières lignes postales transatlantiques. Donc vous avez fait le calcul, presque 100 ans, c'était 1932. Voilà, eh bien écoutez les amis, on a terminé cette rubrique historique de la zone aéro. Si vous avez des commentaires, des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans le chat ou dans les commentaires, évidemment. Les derniers arrivés peuvent faire coucou, comme ça on se salue, on continue, il n'y a pas de problème. Et puis tout de suite, je vous propose de parler du sujet de ce soir. On l'a annoncé et on va parler un petit peu reconversion. Qu'est-ce que le métier de pilote en aviation d'affaires ? Pourquoi choisir cette voie? Comment est-ce qu'on se reconvertit quand on n'est pas du tout dans l'aviation et qu'on décide de devenir pilote? Eh bien, on va avoir un super témoignage ce soir avec Rosalie qui va être avec nous dans un instant. Elle va nous parler, puisqu'elle a suivi justement ce cursus, elle va nous parler un petit peu de sa formation, de son quotidien, nous expliquer un petit peu les fondements de tout ça. Donc, la séquence, c'est un visage dans les nuages. Accrochez-vous, préparez vos questions dans le chat, parce que vous les posez dans le chat et nous, on les pose ensuite aux invités. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et on lance tout de suite la séquence. Un visage dans les nuages, c'est parti. Un visage dans les nuages? Les rencontres de la zone aéro. Et elle est avec nous. Bonsoir Rosalie, est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir tout le monde. Eh bien ça marche du premier coup, magnifique. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Je pense que le chat va te saluer également, comme ils le font d'habitude. Ça fait plaisir de venir nous voir, d'autant plus que ton parcours est un petit peu, on va dire, original et frais. Donc, ça tombe bien, on va être au cœur de l'actualité pour nous expliquer un petit peu les différentes étapes par lesquelles tu es passé. Et avant de démarrer, alors voilà, il y a le chat, il y a Philémon, il y a Nikos, il y a Julot, il y a S. Dupuis qui disent « Bonsoir Rosalie ». Alors, ils sont polis, salut. Et avant de démarrer, écoute, je te propose de faire comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une petite minute de présentation. Donc, je vais afficher le petit chrono là en dessous, et en 1 minute, tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ok? Allez, on est parti. Donc, bonjour à tous, merci déjà de m'avoir invité dans l'émission. Donc, je m'appelle Rosalie, j'ai 36 ans, je suis maman d'une ado de 14 ans. Je vis dans l'est de la France et du coup, je suis pilote depuis quelques mois dans une compagnie d'aviation d'affaires qui se situe tout près de chez moi. Et effectivement, j'ai un parcours qui a priori est un petit peu atypique et je suis passée par beaucoup d'écoles et j'ai fait une reconversion vraiment rapide. Et en fait, j'ai accepté d'être là surtout pour vous dire à ceux qui hésitent encore que c'est vraiment possible de partir de zéro, vraiment complètement zéro, et de finir dans un cockpit très rapidement et que tout peut très bien se passer. Ok. Écoute, je pense que tu as résumé déjà une bonne partie des choses. Très rapidement, ça représentait combien de temps pour toi?
Eh ben, j'ai fait mon PPL en janvier 2024 et j'ai été embauchée en août 2025. Ah oui, donc oui, effectivement, ça a été extrêmement rapide. Tu étais du milieu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, on va remonter un petit peu avant le PPL. Le PPL est arrivé en 2024, mais avant, est-ce que tu avais déjà, je sais pas, petite fille, des rêves de pilotage ou pas du tout? Comment tu es venu à découvrir ce métier et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à ouvrir déjà la porte de l'aéroclub et plus? Alors, absolument pas du tout. Si vous me demandiez si un jour je veux devenir pilote, pour moi, c'était quelque chose de complètement lunaire. C'est comme si je vous demandiez si vous avez déjà songé à aller sur la Lune ou sur Mars. C'était quelque chose d'infaisable, que ce soit au niveau des connaissances ou enfin, des financements, enfin, à tous les niveaux. C'était quelque chose d'impensable. Si vous voulez, je peux vous refaire mon parcours dès le départ pour comprendre comment j'en suis arrivée là, peut-être. Oui, sans problème. Oui, parce que tu as occupé d'autres métiers avant ça. Oui, d'ailleurs, vous avez mis l'ambulance dans la présentation, alors que c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif de ma vie d'avant, mais j'y suis passée effectivement. D'accord. Du coup, je suis sortie de l'école, j'ai fait un bac S et étudier, c'était pas tout à fait la chose dont j'avais envie à ce moment-là. J'avais envie de tout sauf de ça, justement. Donc, je me suis plus concentrée sur ma vie de famille et sur le fait de ne pas faire des études très longues. J'ai décidé d'être infirmière d'abord. Ensuite, pour des raisons familiales, j'ai bifurqué vers le métier d'ambulancière. Pour toujours encore des raisons familiales, j'ai ensuite créé ma propre société de transport sanitaire et notamment de taxi. Ok. Et c'est seulement ensuite qu'un jour m'est venue l'idée de faire pilote. D'accord. Ok. Donc, on va dire une première partie médicale, c'est quelque chose que tu rêvais de faire depuis tout petite, le côté médical, parce que finalement, il y a peut-être un lien entre ce côté médical, donc l'assistance à la personne, et peut-être le service aussi qu'on a après dans l'aviation d'affaires, être au service des gens. Probablement. En tout cas, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de liens entre ma profession actuelle et toutes celles que j'ai exercées d'avant. Il y a beaucoup d'héritage de mes apprentissages précédents que j'ai emmenés avec moi dans ce nouveau métier. Contrairement à tout ce que j'imaginais, qu'il n'y avait aucun lien, souvent les gens disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as complètement changé de voie. Et en fait, franchement, il y a beaucoup de choses qui reviennent, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, que ce soit au niveau des compétences, comment on dit ça, transversales. Ou les non techniques. Alors technique, bon, c'est vrai que l'aviation c'est quand même à part, mais au niveau de l'attitude, au niveau de tout ce qui est attendu dans un cockpit, tout ce qui est CRM, les échanges, les transmissions, la communication, enfin, je pourrais vous citer un grand nombre de choses qui reviennent et où finalement on arrive vraiment à faire le lien avec d'ailleurs même des choses que j'ai trouvé qui manquaient dans la formation de pilote, qui en fait me sont très utiles d'avoir apprises avant dans d'autres professions. Oui. Ok, je vais solliciter le chat d'ailleurs. Est-ce que vous voulez qu'on aborde plus la formation avec Rosalie? Est-ce que vous voulez qu'on rentre un petit peu dans l'enchaînement des différentes étapes? Dites-nous ce que vous en pensez, les amis, dans le chat. Et avant, justement, j'ai remonté un petit peu, tu vas pousser la porte de l'aéroclub. Comment tu découvres l'aviation pour la première fois? Comment je découvre? Eh ben, je savais pas par où commencer. Je connais personne dans l'aviation. J'avais aucun bout par lequel commencer. Du coup, je suis allée toute seule sur Groupon pour aller faire un vol découverte à un prix dérisoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre mon premier pied dans l'aviation et à faire mon premier vol. J'ai été du coup à Strasbourg dans une école qui n'existe plus. Et j'ai pu faire un vol découverte. Et c'est vraiment en revenant de ce vol que je me suis dit ah ouais, non, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. Et c'est la prochaine chose que je vais faire, le prochain changement dans ma vie, c'est celui-là. Et c'est ce que je vais faire. Et je ne veux pas juste voler les dimanches, je veux vraiment faire mon métier. D'accord, donc Groupon, hop, tu te retrouves à gauche finalement dans un avion en vol découverte avec un instructeur à droite et tu prends les commandes. C'est ça. Tu te souviens encore de ce vol?
Ah oui, oui. En plus, il se trouve que le vol était programmé, mais je sais que j'étais pas tout à fait en forme ce jour-là, mais peu importe, il fallait y aller. Et non, c'était génial. Du coup, je ne savais pas trop comment continuer. Il se trouve qu'entre-temps, j'avais fait une journée d'immersion chez Mermoz. Il m'avait permis de faire ça et c'était génial aussi. J'ai pu suivre un cours théorique et bien sûr une session de simu. Donc, c'était encore beaucoup plus réaliste et beaucoup plus concret. C'est à quel endroit? C'était à côté de Rungis, c'est possible? Je sais Ok. plus. Ouais, c'est ça. Chez Mermoz, ouais. Et ensuite, une fois de plus, je savais pas trop par où commencer puisque c'est pas à côté de chez moi cette école. Et comme je l'ai dit avant en me présentant, j'ai un enfant. Enfin, j'avais toujours encore un job à côté. En fait, ma société de taxi, je l'ai arrêtée dans les grandes lignes au bout d'un moment, mais il me reste toujours encore une partie que j'exploite aujourd'hui encore en parallèle. Du coup, la seule idée, c'était de pousser les portes d'un aéroclub. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai passé un coup de fil. Et je pense que ce jour-là, je suis tombée sur la bonne personne qui m'a fait vraiment trouver le courage de commencer ce cursus et qui m'a dit oui, oui, pas de problème. On se voit dans 3 jours et on fait un vol ensemble. Et lors de ce vol, alors que c'est quelqu'un que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui m'a dit non, non, mais tu vas réussir, ça va le faire, tu vas y arriver et on va faire en sorte que tout se passe bien. Ok. Donc, Alors, des fois, tu avais donc une société de taxi, donc tu étais entrepreneuse. C'est vrai Oui. que lorsqu'on décide de franchir cette marche, des fois ça peut être compliqué par rapport au financement. Quand on est salarié, on peut avoir des aides qui permettent au moins d'amorcer les débuts de formation. On pense à France Travail, on pense à plein d'autres organismes, les CPF, etc. Est-ce que toi, tu étais dans ce cas-là? Et j'en profite pour afficher en même temps la question de Philémone qui dit, est-ce que tu as eu donc un accompagnement France Travail ou CCI ou APEC? Alors, pas du tout, aucun. En plus, je suis maman solo, donc du soutien financier, j'en avais de nulle part. Ok. Par contre, comme je l'ai dit, j'avais une entreprise que j'ai exploitée pendant 10 ans avant de commencer mes premiers vols. Et j'avais la chance d'avoir investi et d'avoir acheté une licence de taxi notamment. Ouais. Et du coup, j'avais pas d'autre solution ni d'autre idée que de la vendre et de l'utiliser du coup pour financer mes études. Mais c'était un coup de poker. Je veux dire, c'est comme au casino, vous remettez tout en jeu, tout ce que vous avez fait à un rythme effréné pendant 10 ans, vous le remettez en jeu et vous recommencez tout à zéro. Ouais, chapeau, justement, c'est ce que dit Nico, c'est courageux. Donc bravo à toi de l'avoir tenté. Et puis finalement, on voit que ça donne. On salue Chef Odel qui est avec nous aussi. Alors, tu mets tout ça sur la table, tu démarres donc le PPL. Alors, débriefer un petit peu sur la théorie du PPL. Peut-être, c'est quoi? C'est Aérogligli et quel avion? Comment tu vis ce PPL? Alors, comme je vous disais, je crois que j'étais un profil qu'on rencontre pas tout le temps. Je suis vraiment partie de 0, 0, 0. Je connaissais rien. Même les mots français, pour moi, c'était du chinois. Faire un tour de piste, pas la moindre idée de ce que ça signifie, quoi. Pour vous dire d'où vraiment je suis partie, ça semble ridicule, mais vraiment, c'était comme ça. Du coup, on a vraiment dû tout prendre à zéro. Le PPL, c'était la théorie. J'ai appris à la maison comme tout le monde en même temps que mes premiers vols. Aérogligli, même pas trop. Je crois d'ailleurs que j'ai passé mes épreuves sans avoir fait de QCM en avance et sans m'être entraînée parce que j'y connaissais pas trop grand-chose et j'ai improvisé, mais tout s'est bien passé. Enfin, j'ai eu aucun fail et ça a été. Le plus dur, en fait, ça n'a pas été de faire ce PPL, mais ça a été de prendre la décision à partir de quel moment je vais vraiment me lancer pour faire une carrière professionnelle et à quel moment je vais vraiment couper l'autre projet. Ça a été, je crois d'ailleurs, le pire moment de tout. Ouais. Et de prendre la décision. Au niveau organisation, donc tu volais sur quel type de machine et combien de temps ça t'a pris pour faire ce PPL? Tu volais régulièrement? On t'a dit, tiens, si tu veux être pro, il faut venir plus régulièrement? Alors, ou pas? Oui, en fait, c'était un DR400. Je volais régulièrement, mais en même temps, je travaillais à côté. Donc, j'avais ni trop le temps, quoique j'ai commencé, c'était encore un peu les vacances, c'était un mois d'août. Donc, les premiers temps, ça a été
Mais après, ça a été très compliqué de mélanger les deux, et même pas pour une question de temps, juste que j'avais pas la tête libre et j'avais pas de disponibilité et de place pour apprendre de nouvelles compétences et comprendre tout ce nouveau monde-là, alors que j'étais très, très prise encore dans mon autre profession. Ça m'a pris 4-5 mois, je crois, mon PPL. Quelque chose comme ça. C'est bien, hein, 4-5 mois, franchement, c'est pas mal. Il y en a qui mettent 2 ans pour le faire, franchement, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Alors, je vous avoue que cette durée qui est courte pour tout le parcours, je pense qu'il y a quelque chose de très important avant de commencer et qu'on sous-estime, c'est que j'avais la chance, par ma situation, d'avoir la somme qui est déjà réunie et déjà prête pour toutes les phases suivantes de mon parcours. Et je pense que j'ai l'impression quand même que, à part ceux où les parents financent dès le départ et où il n'y a pas de problème, mais pour la plupart, le problème, c'est que toute la somme totale du cursus complet n'est pas réunie dès le départ. Et c'est souvent ce qui fait qu'on est obligé d'étaler, en fait, et que toutes les phases prennent plus de temps. Ouais. Donc, ça, c'est... En fait, j'ai vraiment raisonné... Enfin, on entend beaucoup de gens qui choisissent leur école par souci financier, c'est la moins chère ou c'est la plus proche. Et en fait, j'ai vraiment raisonné d'une autre façon. En fait, mon projet de formation, je l'ai un peu géré comme un projet qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise et avec vraiment, je sais pas comment dire, un tableau de bord. Et je savais exactement où j'allais. Et pour moi, c'était un peu le temps, c'est de l'argent. Et du coup, j'ai tout fait pour vraiment réduire la durée de formation au maximum. Et c'était vraiment ma ligne, c'était vraiment mon guide pendant toute la formation. Et c'est ce qui explique que j'ai tellement bougé dans tellement d'écoles différentes, même pour mon ATPL. Alors le PPL, ça a été, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à Strasbourg. Mais même mon ATPL... Tu es encore licencié à Strasbourg? Tu voles encore là-bas? Non, parce que ça vient de se terminer là. Ma licence, ma SCP, elle vient juste de se terminer et j'ai décidé pour l'instant de ne pas la renouveler. D'accord. Ok. Donc, l'aéroclub, après, tu nous as dit Mermoz, la TPL. Oui. Comment tu te renseignes justement avant tout ça? Parce que tu dis que tu l'as mûri, que l'objectif c'était le temps, essayer d'optimiser le temps de formation. Comment tu choisis les écoles? Comment les écoles d'ailleurs peuvent te donner des garanties en disant si vous rentrez là, vous sortez là, c'est sûr et certain? Alors, il y a beaucoup d'écoles qui donnent beaucoup de garanties, alors qu'en réalité, on a presque aucune garantie avant de rentrer dans une école. Donc, alors déjà, les choix ont vraiment été au fur et à mesure. J'avais pas du tout quelque chose de planifié dès le départ. C'est juste le temps qui était planifié et quel temps j'accordais à quelle étape. Mais par contre, les écoles n'étaient pas du tout planifiées dès le départ et je n'avais aucune idée, j'y connaissais rien. Donc, pour le PPL, ça a été, j'ai dû passer 1 ou 2 coups de fil. Enfin bon, il y a une école qui venait de fermer, des aéroclubs, il n'y en avait pas 56. Et c'était presque un hasard. Alors non, il y avait quand même le nom qui m'a un peu plus marqué. Ça semblait sérieux. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans cet aéroclub. Et comme je vous disais, c'est le premier contact qui a été vraiment très concret et où on est directement passé au vif du sujet et à l'inscription, etc. Ensuite, pour la TPL, comme je vous ai dit, j'avais fait une journée d'intégration, comment ils appellent ça, d'immersion plutôt, chez Mermoz. Comment je l'ai choisi? Franchement, par des recherches sur Internet. Je vous ai dit, je connaissais rien ni personne. Peut-être quand même qu'on me l'avait conseillé dans mon aéroclub. Mais c'était vraiment cette journée d'immersion qui m'a dit ok, d'accord, là-bas ça a l'air de se passer bien, c'est une école connue, c'est vrai que d'avoir des écoles qui ont pignon sur rue, ça donne confiance, c'est pas une vraie preuve de confiance, mais ça donne en tout cas. Donc voilà pour Mermoz comment je me suis décidée. Et c'était du présentiel ou alors tu l'as fait à distance parce qu'on peut trouver les deux formules? Oui, en distanciel et en modulaire. Donc pendant que tu travaillais en distanciel, la TPL, tu continuais de travailler? Non, pas tout à fait. J'ai arrêté de travailler au milieu de mon PPL. Parce que c'est lourd, hein, on peut le dire, la TPL avec les 14 modules, c'est chaud. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui,
Oui, enfin, comme dit après, je crois qu'en fait, on choisit pas vraiment notre cursus. Je crois qu'on l'adapte tous à notre situation précédente. Et enfin voilà, de l'intégrer, ça va être plus pour des élèves qui sortent de l'école, qui viennent d'avoir leur bac, et du modulaire en général peut-être plus pour soit des futurs pilotes plus âgés ou plus autonomes, ou ce qui ne veut pas dire qu'en sortant de l'école, on ne peut pas faire du modulaire. Hein. Mais en tout cas, on est seul chez soi. Et d'ailleurs, c'est un parcours qui est quand même très solitaire, je trouve. Oui. Oui, tu n'es pas la première d'ailleurs qui relate ça. C'est pour ça qu'il y a les deux formules qui existent. Il y a la formule présentielle où là, on est un peu comme dans une salle de classe, quoi. On est avec un prof. Et puis il y a la formule modulaire où on est un peu livré à soi-même avec quelques contacts de temps en temps. Mais il faut faut se faire violence, quoi. Il faut avoir une rigueur de travail. C'est ça, il faut être vraiment très motivé. Il faut avoir envie d'aller au bout parce que je pense qu'en modulaire, on lâche beaucoup plus facilement qu'en intégré, bien sûr, où on est référencé, qu'on avance et des fois, voilà, on sait que des fois quand on est engagé dans quelque chose, mais je pense qu'en modulaire, c'est très facile de lâcher. C'est vraiment pas évident. On est vraiment tout seul. J'ouvre la parenthèse. À peu près l'investissement que tu as mis dans l'ensemble de ta formation. Tu as un ordre d'idée pour qu'on compare un petit peu avec ce qui est proposé aujourd'hui. Il y a des écoles qui sont à 120, 140 000 euros, des fois un peu moins, par rapport à toi qui as fait vraiment un vrai parcours modulaire. Alors, j'ai vérifié avant que l'émission commence. Et dans le chiffre que je vais vous donner, il est très précis. Toutes les dépenses y sont, du casque à l'iPad, à chaque avion que j'ai pris pour aller passer des épreuves d'ATPL. Vraiment, tout est dedans. J'en avais pour 80 000 euros. Ah ben voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est ça, hein, 80 000 euros, c'est quand même bien moins cher en modulaire qu'en intégré. Donc, ouais. Et est-ce que donc ça inclut aussi la période de mûrissement, parce qu'il y avait quand même un mûrissement à faire à partir du moment... et ce mûrissement, tu l'as fait en club ou alors tu l'as fait en école? Non, donc il y a le début, donc les premières heures qui font partie en fait du PPL. Ensuite, j'ai fait quelques heures en club et ensuite j'ai fait un mûrissement accéléré dans une école qui fait que ça, qui s'appelle d'ailleurs Heading West, c'est pas pour la pub, mais ça a été génial pour moi. On est vraiment encadré, ça a été un avion beaucoup plus moderne que ce que j'avais avant. C'était quoi? C'était un Virus. Oui. Titrel Virus. Ok. Donc c'était quelque chose de complètement différent qu'un DR400 du club. Et on a vu beaucoup de paysages. On a fait des grands voyages. On est allé en Italie, en Slovénie, en Espagne. Enfin, c'était incroyablement génial. Ah oui, ok. Et donc ça t'a pris combien de temps à peu près? Cette phase de mûrissement? Alors, il y a eu la phase, comme dit, qui fait partie du PPL. Ensuite, j'ai fait quelques vols en aéroclub et j'ai fini mon mûrissement en faisant 50 heures en 2 semaines. Ouais, d'accord. Merci Fingergold qui vient de prendre sa carte des 19 mois. Merci beaucoup pour l'abonnement. D'accord. Alors, le mûrissement est fait. Virus, donc nouvel avion. C'est à quel endroit, tu as dit? Heading West, c'est ça? Biscarrosse. Ouais, donc sud-ouest. Ok, donc on passe de l'est au sud-ouest. Ok. C'est ça, ça fait du bien. Ensuite, tu arrives au terme de ces heures de mûrissement, tu as capitalisé de l'expérience. Comment tu choisis la suite de la formation? Alors, donc à ce moment-là, j'étais à la fin de mon mûrissement et quasiment aussi à la fin de mon ATPL. La fin de mon mûrissement, c'était septembre et ma dernière épreuve d'ATPL, c'était novembre. Donc, j'ai fait mon mûrissement en même temps que l'ATPL. Je pense que ça, c'était clair dans mon cursus. Et donc ensuite, en fait, j'ai fini un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Je m'étais mis comme objectif janvier pour terminer mon ATPL et mon mûrissement. Et donc, évidemment, je me suis retrouvée sans école pour la suite, sans même y avoir songé et sans rien y connaître une fois de plus. Donc, vu ma situation familiale, comme je disais, j'ai un enfant de 14 ans, il fallait une fois de plus que si je suis amenée à partir, les choses se passent rapidement. Et donc, mes critères, c'était de trouver une école qui fournit de préférence l'hébergement. Du coup, c'était CPL, IR, ME.
Et j'avais entendu une école qui faisait pas mal de bruit à ce moment-là, qui était Diamond en Suède, qui était assez réputée pour faire des CPL IRME sur des périodes assez rapides et qui étaient sérieuses, etc. Où on vole surtout à un rythme régulier, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui vous vendent du rêve au niveau des délais et qui les respectent pas. Et donc pour moi, c'était hyper important de ne pas laisser ma fille pendant 6 mois derrière moi à la maison. C'était pas possible, c'était pas envisageable. Tu as Donc, fait je me suis pas mal avancée. t'avais fait d'autres Oui. devis ailleurs ou c'est vraiment, tu as fait un devis, tu as entendu parler de celle-là et tu as dit ok, j'y Non, vais? j'avais fait d'autres devis ailleurs. Et Ouais. en effet, hein, il y avait des écoles qui étaient moins chères, d'autres qui étaient moins loin, d'autres qui étaient. Enfin voilà, c'est toujours pareil, hein, il y a beaucoup de critères qui s'alignent. Il faut juste voir lesquels sont les plus importants pour vous. En tout cas, celle qui alignait tous mes critères, c'était celle-ci, c'était Diamond. Mais j'avais eu un peu des soucis parce que du coup, au niveau des délais, d'abord, il m'avait promis février, puis ensuite, ça devenait mars, et puis en fait, il n'y avait toujours pas de place, c'était avril, puis mai. Enfin, bon, bref, je ne sais pas si c'était volontaire pour me garder sous la main ou si en fait, juste une incompréhension. Toujours est-il que pour moi, c'était trop loin. On était novembre et la rentrée était en mai. Je ne savais pas trop quoi faire de ce temps-là. Je n'avais pas très envie d'attendre. Du coup, j'ai commencé à voir les écoles qui existaient, mais avec la même configuration. C'était sur DA42. Et j'en ai trouvé une autre dont on parlait beaucoup moins à l'époque, qui était Alpha Aviation Academy. Et j'ai eu la chance, en postulant, comme dit, en dernière minute, je leur avais dit, si une place se libère, surtout, pensez à moi. Et en fait, j'ai appris fin décembre qu'il y a une place qui se libère le 6 janvier. Ah oui. Donc, j'ai atterri c'est le cas de le dire, chez Alpha. Donc, ça, c'était dans le nord de l'Europe. Aussi en Suède. C'est comme Diamond, en fait, c'est juste de l'autre côté de la Suède, sur le côté ouest, mais c'est exactement le même programme, la même durée, les mêmes avions. Donc, formation en anglais, parce que là, on n'en a pas parlé, mais formation en anglais. Si. Oui, du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée en anglais, alors que mon niveau d'anglais, c'était le niveau bac d'il y a 15 ans. J'ai un job où je parle pas anglais, ou alors 3 fois dans l'année quand j'ai un client qui me parle anglais, et c'est de l'anglais simple. Alors, comment tu as fait? Donc, je crois que mes petits copains de promo peuvent en témoigner, j'étais complètement perdue. J'étais vraiment complètement perdue. En plus, j'ai fait mon ATPL en français, donc il y a plein de mots, ça ne me parlait pas du tout. Je vous dis pas la concentration qu'il faut quand c'est une langue qui n'est pas la vôtre, que vous comprenez même pas à moitié ou à peine, et que en plus c'est sur une partie où le fond, enfin l'anglais c'est la forme, mais il y a le fond qui est aussi très complexe quand vous avez aucune notion et que vous l'avez pas vraiment vu en avance. Donc non, je me suis retrouvée dans le bout de ras, c'était pas simple du tout. Il y a des fois où tu t'es dit c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi, ou tu as toujours gardé le cap? J'ai jamais vraiment pensé à m'arrêter. Il y a aucun moment où je me suis dit je pars, peut-être un jour ou un soir. Mais vraiment cette phase de CPL IRME loin de ma famille pendant 2 mois et demi, c'était effectivement la phase la plus compliquée. Et ce qui est difficile, je trouve, dans le parcours, c'est que, en tout cas pour moi, parce que je n'étais pas du tout préparée, je ne savais pas tellement non plus dans quoi l'ampleur, je crois qu'on n'est pas vraiment préparé, hein, même quand on connaît les étapes et tout. On vous dit, si la TPL s'est passée, franchement, le reste, ça va le faire. Enfin, c'est la théorie qui est compliquée, etc. Et en fait, ça dépend juste qui vous le dit. Il y a des gens pour qui la théorie, c'est plus facile. Il y en a d'autres pour qui la pratique, c'est plus facile. Et donc, quand la TPL était passée, je pensais pas être sortie d'affaire, mais que le gros était passé. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque étape, vous vous dites que non, mais c'est bon, le gros est passé. La suivante, ça va être plus fun, plus concret, ou plus... Et en fait, le parcours est quand même long. Alors, il y a le CPL, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Le CPL, c'est la qualification de pilote professionnel, où là, donc, on est pro, on peut être rémunéré pour travailler. Et puis, l'IRME, c'est la partie vol aux instruments, donc voler dans les nuages, et multimoteur, avec plusieurs moteurs, gestion de moteur, de panne, etc. Entre le CPL qui apporte dans la formation beaucoup de compétences, tu parlais de compétences non techniques tout à l'heure, donc ce rôle de commandant de bord, et la formation IRME qui est peut-être un peu plus orientée sur les instruments,
Qu'est-ce que tu as trouvé le plus compliqué? Parce que surtout qu'en Suède, c'est pas forcément des météos qui sont très clémentes. Non, les météos n'étaient pas clémentes du tout. Mais comme ils sont habitués, dans des météos où chez nous, on décollerait jamais, où on dirait, mais enfin, il est fou, là-bas, c'était comme ça, en fait. C'était la norme, c'était tous les jours comme ça. Je veux dire, c'est comme quand il y a de la neige. Vous le voyez, à Paris, c'est un bordel sans nom. Et dans d'autres régions, ça va beaucoup mieux, alors que le phénomène est le même. Et la Suède, c'était comme ça. La météo n'était pas toujours facile. On a des photos où, enfin voilà, tout est enneigé. Mais tout a été géré, tout était très bien organisé, tout était, même la formation, enfin les vols étaient programmés les jours où il était plus facile ou plus raisonnable de voler. Et puis, Donc on c'était était un vol plus par jour ou tu avais quand même un jour pour souffler de temps en temps? il y avait des jours pour souffler de temps en temps, mais très peu de jours. C'était très très intense. Il y avait des phases. D'abord, alors, je me souviens plus de tout, mais d'abord on validait notre multi-engine, et puis après on a eu une phase avec tous les jours des simus. Donc la plupart du temps c'était 4 heures, mais des fois c'était 4+2 ou mais c'était tous les Ouais. jours, tous les jours. On avait juste des fois un peu un samedi dimanche à l'affilée où enfin voilà, j'ai réussi à rentrer chez moi ou des choses comme ça, mais sinon non, ouais, c'était à peu près tous les jours. D'accord. Ok. Donc le CPL, l'IRME, donc tu t'es qualifié et derrière, il faut continuer. Ce qu'il faut faire. Alors, si, il y a la partie UPRT, tu l'avais faite ou pas? La partie UPRT, en fait, je l'ai faite pendant mon mûrissement parce que je n'ai pas développé, mais l'école dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle j'ai fait mon mûrissement, en fait, c'est un package qui est très global, dans lequel il y a justement les heures de mûrissement, il y a l'UPRT, il y a de la voltige, il y a de l'hydravion, enfin, il y avait tout un tas d'autres choses encore, et donc l'UPRT en faisait partie. Ok, donc l'UPRT, c'est les vols de mise en garde. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, pour être qualifié sur un avion, il faut donc évidemment avoir la qualif de l'avion, mais en plus être qualifié UPRT, donc Upset Position Recovery Training, qui est le stage où on met un peu le pilote dans toutes les positions possibles en lui disant maintenant, il faut récupérer l'avion. Je résume un peu, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc, l'UPRT est fait, le CPL c'est fait, l'IRME c'est fait. Maintenant, il faut s'orienter vers la qualification de travail en équipage. Exactement. Donc, Alors, pour la partie CPL IRME, j'ai eu la chance, contrairement aux autres phases de ma formation, d'être dans un groupe. Et du coup, c'était des promotions de 4, mais qui se chevauchaient avec... il y a toujours 2 promotions qui se chevauchaient. Il y avait une rentrée tous les mois. Et donc, du coup, c'était la première fois où je me retrouvais avec des copains de promo, avec des gens avec qui échanger. Et du coup, donc, le débat était effectivement de savoir où faire la MCC. Et donc, là, une fois de plus, on avait des critères. Les critères étaient très différents en fonction des parcours de chacun. Il y en a qui disaient je vais faire sur 737 parce que je trouve qu'il est plus difficile et donc qui c'est le plus, c'est le moins et c'est la raison. Il y en a qui sont simplement passionnés d'Airbus et puis du coup ont décidé de faire sur A320. Et ensuite, comme toujours, il y a tous les autres critères qui sont financiers, le lieu, etc., qui font qu'on avait tous d'autres idées. J'ai longtemps hésité pour cette phase-là. Et finalement, je me suis décidée pour aller chez Simnest en Hongrie. Aussi en partie pour une question de temps, parce que c'était possible de le faire en 10 jours là-bas. Alors, à refaire, j'y réfléchirais 2 fois. C'était génial. Mais par contre, les 10 jours, c'était vraiment chaud. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, quand on fait un parcours très serré, on cumule quand même une espèce de fatigue mentale et émotionnelle et je sais pas, enfin, à tous les niveaux, qui fait que quand tout est intense, ça devient au bout d'un moment difficile, mais plus, comme dit, à gérer la fatigue et l'épuisement lié de la formation que la formation en elle-même. Ouais. On salue Stéphane, MLN208, qui est arrivé dans le chat. Donc, tu choisis de faire cette MCC en Hongrie, c'est ça, oui, Hongrie? Oui. Donc 10 jours, et c'est vrai que là, on apprend autre chose. Tu parlais tout à l'heure de communication. Vous étiez en binôme, peut-être en trinôme, et en fait, on est secoué quand même sur cette formation. Alors, je ne peux pas dire que c'était la partie la plus fun, mais c'est celle où vraiment les choses devenaient concrètes. Donc, c'était sur A320.
c'était la première fois du coup qu'on rentrait sur un gros avion, façon de parler simplement. C'est la première fois qu'on découvrait, alors les SOP, on connaissait déjà les procédures, mais alors là, c'était une MCC APS. Donc, toutes les procédures étaient très proches des procédures de compagnie. Cette école, elle est, je ne sais pas si on dit affiliée ou en tout cas, c'est l'école où se passent les MCC et les EQT, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les MCC de chez Wizz Air. Donc en fait, ils étaient très, très insistants sur l'exactitude de chaque mot, de chaque... Enfin voilà, chaque chose devait être effectuée à un moment très précis. Et même si ça a été une formation très courte, donc 10 jours, ça a été un bloc très, très important de la formation. Et c'était déjà une grosse partie de la formation suivante, du type rating, enfin de la QT qui attendait ensuite. Et c'était vraiment des bases très, très solides. C'était une très bonne école. D'accord. Tu finis donc cette qualification, d'ailleurs qu'en n'est pas une, c'est plus une certification de travail en équipage. Il n'y a pas d'examen à la clé, c'est une délivrance qui est faite. Là maintenant, tu as toutes les qualifications requises pour pouvoir aller travailler. Comment est-ce que tu te retrouves déjà, est-ce que c'est un choix, l'aviation d'affaires ou comment est-ce que les choses s'enchaînent? Alors, quand on sort de la MCC, ça s'enchaîne pas si vite que ça parce que, comme vous le savez, la DGAC, notre licence, on l'attend pendant un long moment, pendant plusieurs mois. Donc, c'est une grosse déception après tous les efforts qu'on a fournis pour aller vite de devoir attendre là que les choses se passent. Mais du coup, quand même, ça permet de préparer son CV, de se préparer aux futures sélections, etc. Vous me demandiez plusieurs choses. Est-ce que c'est un choix, l'aviation d'affaires? Alors, c'était pas un choix fidé, mais c'était une préférence. En fait, au sens où j'avais des critères qui étaient que, par exemple, je préférais être dans une petite équipe avec une ambiance familiale que dans un grand groupe. La proximité, c'était hyper important pour moi, même si là, c'est pas ce qui faisait que je pouvais choisir l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui était encore important? En fait, tout ce qui se retrouve dans l'aviation d'affaires était finalement des choses qui étaient importantes pour moi. Donc, c'était quand même quelque chose que je visais davantage. Après, je n'étais pas du tout fermée et j'ai évidemment aussi postulé en ligne parce que je crois qu'au début, OK, il y a des préférences, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix et je pense qu'il faut rester ouverte à toutes les propositions. Et donc, comment tu es arrivée sur ce poste? Pardon. Oui, comment tu as fait? Tu t'es connecté à des sites Internet, tu as été voir dans les compagnies directement, tu as fait jouer un petit peu les réseaux que tu avais pu tisser au fur et à mesure des formations? Alors, les réseaux, pas du tout. À part mes petits copains de promo qui étaient dans la même situation que moi, j'avais pas de réseau, aucun. Et d'ailleurs, alors autant on commence à connaître du monde, mais qui sont dans le même parcours, et autant ça devient des amis, mais autant, c'est quand même concurrentiel en fait. Au bout, on sort au même moment avec le même diplôme, et du coup, paradoxalement, les informations se passent pas trop entre nous, c'est-à-dire que on sait à peu près où chacun en est, mais en même temps, premier arrivé, premier servi peut-être, et donc on est quand même toujours encore très seul. Donc, j'ai fait un compte LinkedIn où j'en avais un, mais que j'ai développé et que j'ai mis à jour avec mes formations. J'ai fait un CV et j'ai fait des listes, en fait. J'ai postulé dans les endroits qui me convenaient. Donc, forcément, en priorité, dans soit les compagnies qui étaient sur A320 parce que j'avais fait ma MCC là-dessus et que forcément, ça me semblait plus logique de postuler dans des compagnies qui exploitent ces appareils-là, et aussi dans toutes les compagnies d'aviation d'affaires. Donc, soit par leur site, soit en allant directement sur leur site, soit par tous les sites un peu connus, Aviation CV, ou je ne sais plus comment ils s'appellent tous. On a aussi le responsable de notre école en Suède qui avait lui-même aussi un site avec des offres d'emploi. Et sinon, LinkedIn, je crois que pour notre métier, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est comme ça qu'au plus grand des hasards, j'ai trouvé une annonce qui faisait à peine quelques lignes, dans lequel il disait comme quoi il recherche un first officer, base Baden-Baden, donc à 10 minutes de chez moi.
Ouais. Et j'ai vu cette annonce et je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Et j'ai postulé très rapidement en me disant qu'en aviation d'affaires, c'est pas du tout comme en ligne, que si l'annonce elle est en ligne maintenant, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un maintenant. Et c'est à peu près comme ça que quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail qui disait que mon CV avait porté ses fruits et que si on pouvait avoir un entretien téléphonique Ouais. dans un premier temps. Alors, Et raconte-nous c'est un comme petit peu ça. comment ça se passe, comment tu te sens à ce moment-là où tu te dis, bah tiens, on m'appelle peut-être pour mon premier emploi et tu sais quel entretien derrière à préparer. Franchement, c'est incroyable parce que pendant tout mon cursus, je me suis demandé ce que j'allais devenir, comment j'allais faire, parce que je me suis lancée dans quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Mais la finalité, enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup en formation, je veux voler, mais la finalité, c'est quand même qu'à la fin, c'est un emploi qu'on va avoir pendant un certain temps et qu'il faut assumer au quotidien. Et la chose que je me demandais vraiment, c'est qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais me retrouver et surtout comment je vais faire avec ma vie de famille, enfin, comment je vais faire porter le poids de mon projet à tout le monde parce que j'avais 99% de chances de devoir partir loin de chez moi. Mmh. Et donc, le jour où j'ai vu cette annonce et où en plus on m'appelle pour me dire bah, écoute, on veut bien te donner une chance on veut bien discuter avec toi, c'était incroyable. Et là, on a une pression énorme parce qu'on se dit, mais en fait, Pas que je là, me loupe. j'ai pas le droit de me louper parce que, en fait, tant que personne ne vous appelle, ben, ça peut être votre CV qui est mal fait, ça peut être leur logiciel qui recherche pas, enfin, vos critères ou vos mots-clés sur votre CV ne collent pas ou j'en sais rien. Mais une fois que vous avez quelqu'un qui vous laisse la chance de vous présenter et de donner le maximum, en fait, là, ça aurait été le plus gros échec, comme ça l'est pour ceux qui passent des sélections et qui passent pas. Donc là, je savais qu'il n'y a que moi qui puisse faire quelque chose et qu'il n'y a plus de chance ou qu'il n'y a plus de... Enfin, c'est plus la chance ou Dieu merci ou j'en sais rien, c'est juste nous et ce qu'on sait faire, quoi. Alors, comment tu l'as préparé et comment tu t'es dit que tu allais présenter ta personnalité pour les convaincre? Eh ben, je me suis dit que dans mon parcours aéro, en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le technique pour les convaincre, hein. Je veux dire, quand on arrive, qu'on est low timer, j'ai envie de dire, votre CV, à part dire que vous aviez un parcours qui était court et que ça peut prouver qu'on était motivé, qu'on a enchaîné les étapes les unes après les autres, etc. Je veux dire, c'est pas avec j'ai postulé, j'avais 220 heures. C'est pas avec 220 heures que vous pouvez convaincre quelqu'un que techniquement vous êtes bonne, quoi. Enfin, on sort d'école, je dis pas qu'on a tous le même niveau, mais bon, voilà, quoi. Donc je savais et en plus je savais qu'en aviation d'affaires, on n'a pas forcément les mêmes critères de sélection qu'en compagnie, même si ils se rejoignent très certainement beaucoup. Je savais que je pouvais les convaincre avec d'autres critères qui étaient justement mon parcours précédent, toutes les compétences que j'avais pu acquérir dans le temps et avec ma motivation aussi à être chez eux sur la durée. Parce que forcément, hein, qui dit premier poste dit jeune pilote, envie d'évolution, on fait nos premières heures quelque part, puis finalement on va quelque part où ça nous convient mieux, plus proche, plus grand, plus j'en sais rien. Et il se trouve que ça a fonctionné et que toutes mes expériences précédentes semblent les avoir convaincus. Probablement que la proximité a joué aussi en aviation d'affaires. J'ai l'impression que c'est quand même important. Il y a souvent des postes où c'est indiqué qu'il faut résider à une demi-heure ou une heure de sa base. Ouais, bon là c'était pas indiqué, mais ça me semble évident que ça peut être un gros plus. Après, donc c'est une société qui est allemande, qui est basée en Allemagne. J'avais la chance aussi d'avoir les trois langues, quoi, hein, l'anglais, l'allemand, le français. Tu parles Donc allemand? ça aussi, je pense. Oui. Ah bah oui. Donc je pense que ça a joué grandement en ma faveur. Donc non, j'avais pas. Enfin, comme dit, même quelqu'un m'avait dit, j'avais fait revoir mon CV à quelqu'un et quelqu'un m'avait dit, tu peux même enlever toutes tes heures de vol. En fait, quand tu sors d'école, de toute façon, ils savent que c'est pas sur ton expérience de vol qu'ils vont compter, quoi. Ouais. On en était au fait que tu passes donc cet entretien, tu présentes tes compétences non techniques pour le coup, tu insistes beaucoup sur ton parcours. Comment tu sens en fait l'intérêt des recruteurs en ta personnalité par les compétences que tu as eues jusqu'à présent? C'est qu'ils cherchaient vraiment quelqu'un sur de l'humain ou ils avaient déjà une idée très arrêtée du profil qu'ils cherchaient?
Très clairement, ouais. Mais il se trouve que par hasard, ça collait. Mais c'était effectivement ça, de dire de toute façon, on sait qu'au niveau technique, ok, vous pouvez être plus ou moins bonne, mais de toute façon, on sait qu'on engage des low-timers. Mais par contre, du coup, c'est vrai que la plus grande partie de l'entretien, c'est passer sur justement le parcours, l'attitude, les comportements, Oui. et justement toutes les compétences acquises auparavant. Tu sais s'il y avait d'autres personnes qui étaient en concurrence, entre guillemets, avec toi ou il y avait assez peu de personnes de placées? Alors, oui, je sais à peu près, je ne sais juste pas si j'ai le droit d'en parler, mais dans les grandes lignes, je sais qu'ils ont eu énormément de CV, qu'ils ont fait un premier tri, donc déjà au niveau de la proximité, alors c'est-à-dire pas la proximité immédiate, mais tout ce qui nécessitait de faire des visas ou des procédures vraiment complexes à ce que les gens déménagent de pays très lointains, etc. Franchement, à ce que j'ai compris, ça a été un premier tri. Après, forcément, il y a eu tout le parcours technique avant. Payer en type rating, c'est quelque chose qui, a priori, n'était pas un problème pour eux. Ensuite, il me semble qu'il y avait une petite centaine de CV qui ont été vraiment analysés de près et qu'on a été 3 à être retenus. Ouais. C'est difficile de donner sans en dire trop et tout en gardant la discrétion professionnelle de ce que j'en sais. Mais en tout cas, c'est comme je dis depuis le début, c'est effectivement le parcours qui a fait la différence. Et il y a aussi une notion de mérite qui m'a été indiquée. Ouais. Chose qu'on n'entend jamais et qu'à mon avis, qui n'est pas tout à fait dans les critères de l'aviation de ligne, dans les sélections, hautes sélections. Même si la et c'est ce que je motivation, disais. la motivation, l'envie et puis l'abnégation, aller au bout des formations, comme ce que tu nous expliquais depuis le début, c'est ce que disait Nikos. Les planètes étaient quand même alignées, le profil, la localisation. Comme toi, comme quoi, quand on se donne les moyens, on est récompensé. C'est ça? Oui, exactement. Mais alors, c'est vrai que depuis, je suis quelqu'un qui minimise assez le parcours et les efforts, etc. Et c'est vrai que depuis le début, je disais non, mais j'ai juste eu de la chance, c'est juste de la chance. Et il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article sur LinkedIn qui montrait 2 graphiques, les roues comme la roue de la fortune, une roue. Et dans un, elle était vide et il y avait juste une case chance. Et il disait ça, c'est vraiment de la chance. Et il mettait une autre roue à côté dans laquelle, en fait, il y avait 10 cases et sur les 10 cases, il y avait de la chance. Et en gros, ils expliquaient que, à un moment, c'était pas que de la chance, c'est qu'on cherche aussi à aligner, comme on dit, à mettre toutes les chances de notre côté. Et je crois que il y avait un peu des deux. Il y avait la chance et il y avait cette opportunité folle au moment où moi je sortais de l'école. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas un grand aéroport, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui se trouve là-bas et donc j'en ai juste une à ce moment-là qui recrute un first officer en plus qui demande pas d'expérience et avec des critères qui collaient avec moi, c'était juste impensable en fait. Ouais. Et alors, tu es embauché, on te présente l'avion sur lequel tu vas voler, tu le connaissais déjà un peu, comment tu découvres tout ça? Alors, c'était, je crois que c'était dans l'annonce, les grandes lignes étaient indiquées. Je découvre surtout que j'atterris dans une team et dans une équipe qui me colle tout à fait. La chose vraiment importante pour moi, c'était d'être avec des gens bienveillants, avec une équipe dans laquelle on se sent bien. Parce que comme je disais, tout le monde, le rêve, c'est de voler. Alors bien sûr que c'était le mien aussi et que bien sûr que quand vous commencez, vous êtes comme un enfant. Vous avez 8 ans, vous en avez 20 ou 35. Ce jour-là, vous avez 8 ans. Et, mais j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je découvre du coup surtout que je suis dans une équipe très bienveillante, que je vais voler donc sur un Phenom 300 qui est un avion exceptionnel et incroyable. Je suis très très contente de voler sur cet avion. Ils en ont plusieurs ou il y en a un qui est mis à dispo ou... Alors, c'est assez compliqué. En fait, les personnes qui m'ont fait l'entretien, c'est une compagnie, je ne sais même pas si on peut appeler ça une compagnie du coup, c'est du management d'avions. Donc en fait, eux, ils s'occupent des avions propriétaires, de plusieurs propriétaires différents.
Ah, bah, c'est comme ce qu'on avait vu avec Cédric, les scopes et Jetfly. Oui, c'est un peu un mélange. Ouais, ouais. Et donc, c'était assez complexe au début. Je me méfiais parce que je connaissais pas trop ce modèle de fonctionnement. Et il se trouve que donc du coup, les personnes qui s'occupent de l'entretien sont donc ces gens-là qui s'occupent en fait des plannings, qui s'occupent de vendre des vols en plus des vols des propriétaires. Mais par contre, ensuite, j'ai donc été embauchée, pas par eux. Mon contrat de travail, c'est pas chez eux. Mon contrat de travail fait partie de la société qui détient les avions, qui est donc une autre. D'accord. Et l'AOC, donc la licence, si on veut, qui permet de voler, c'est encore une autre société. Ah oui, ouais, donc c'est tout un montage, d'accord. Quand on ne connaît pas et qu'on est complètement novice, c'est vrai que ça peut faire peur. Et quand on reçoit nos contrats, on ne comprend pas. On se dit pourquoi c'est ça ce nom? Et finalement, c'est qui mon patron? Et pourquoi je parle à eux? Et pourquoi c'est un autre nom en haut de la feuille? En plus, du coup, c'est très complexe parce que vous arrivez dans un autre pays avec une autre fiscalité, des autres règles au niveau des contrats. Et donc, au début, c'est un peu... vous êtes content de recevoir votre contrat, mais jusqu'à ce qu'il soit signé avec une signature en retour, c'est encore un gros morceau parce que même si je parle allemand, c'est des termes complètement techniques que je ne comprends pas. Et ensuite, on a, même si on a un TPL, notre connaissance au niveau la législation, on est un peu perdu et on ne sait pas si ce qu'on accepte, c'est OK, c'est pas OK. Et on ne sait pas vraiment, même s'il existe des syndicats pour ça. Comme c'est un autre pays, c'est vraiment pas évident au départ de savoir si les conditions sont les bonnes ou s'il y a un loup et si on est en sécurité ou pas pour notre premier emploi. D'accord. Et après, donc, il y a cet avion. Tu dois te former sur cet avion, donc avoir l'AQT. Ça se passe où et comment tu le vis? Alors, ça se passe près de Londres. C'est à Burgess Hill, c'est CAE, c'est une école très connue. Je le vis très bien parce que c'est quelque chose de concret cette fois. On sait qu'on a un contrat derrière. Alors la pression est énorme. Cette fois, je veux dire, avant on rate pour nous et on est déçu tout seul. Là, vous ratez quelque chose, il y a un patron derrière, il y a quelqu'un qui a cru en vous. En plus, il se trouve qu'ils me l'ont financé, ma formation. Donc la pression est énorme. Mais mes formations précédentes étaient tellement intenses qu'en fait, celle-là, ça a été. Le rythme était un peu plus cool et les connaissances des phases précédentes étaient assez solides, mais superficielles sûrement, vu le peu d'expérience, mais solides quand même. Les bases étaient là et pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Et c'était vraiment la première fois où c'était quelque chose, comme je disais, de concret, un accomplissement et où on voyait pour la première fois le bout, quoi. Et t'es tombée amoureuse de l'avion ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent pour le premier, c'est ça. Alors, je vous avoue que le premier jour où je suis rentrée dans le SIMU, j'étais un peu surprise parce que la différence de taille entre un SIMU, je dis bien un SIMU, puisque les vrais avions sont souvent un peu plus petit qu'un simu où derrière vous avez toute la boîte là avec les instructeurs et tous les réglages et les PC, etc. Mais j'étais surprise parce que il était tout petit quand même à côté d'un simu A320 et je me suis dit bon d'accord et en fait je suis vraiment tombée amoureuse de cet avion, il me colle tout à fait, il est extra. On va mettre quelques photos, comme ça, hop, on t'incruste sur le côté, on va voir quelques photos. Alors, c'est pas forcément ton avion, je veux dire celui sur lequel tu voles, mais on retrouve un petit peu l'intérieur, les quelques caractéristiques. C'est combien de places à l'intérieur? Alors, ils disent que c'est 7 plus 1, on dit. C'est 7 vraies places et une s'il faut absolument, ou si c'est un enfant. Oui. Ok. Dans notre configuration à nous. Dans votre configuration, oui, parce qu'après, il y a plein de configs différentes. Là, on voit un petit peu le tableau de bord, c'est de l'EFIS. Alors, attendez. En fait, moi, je ne vois pas ce que vous Ah, mettez. d'accord. En fait, j'ai juste ma caméra. Donc... on voit les deux PFD de chaque côté, le MFD au milieu. Ah, ça y est. Ça va, elles vont revenir, c'est un diapo, donc ça tourne. Donc là, on voit la cabine. Tu disais, il n'est pas très très grand cet avion? Non, il n'est pas très très grand. Un jet privé, oui, c'est pas un avion de ligne. Mais non,
Donc évidemment, il est pressurisé. Vous évoluez à quelle altitude à peu près? Alors, l'altitude idéale, c'est flight level 370, 380. Ah oui. Mais c'est un avion qui va jusque flight level 450. Ah oui, donc oui, ça monte plus haut que les avions de ligne, ça c'est sûr. Mm. D'accord. Au niveau pilotage, comment est-ce que tu le sens? Comment est-ce que tu fais la différence avec les simus précédents que tu as pu découvrir ou les avions précédents que tu as pu découvrir pendant ta formation? Tu été dépaysé ou alors ça collait quand même? Alors, tout ce qui est instrumentation, c'est très ressemblant. Par contre, au niveau du pilotage, c'est quand même différent parce qu'on n'a pas d'auto-thrust, on n'a pas d'auto-trim. Donc, c'était un petit retour en arrière quand même par rapport à l'Airbus. Mais en fait, c'était un peu un combiné de toutes les formations précédentes. Mm. Et ça reste quand même un avion hyper moderne. Mais surtout, là où c'est que les performances sont incroyables. Ouais. Vous n'êtes pas à la fin de la piste que vous êtes en hauteur de tour de piste. Enfin, c'est Ouais. génial. Et Donc, niveau tracer un performance vélo de et à côté montée, de de tout ça, c'est très perfo? Ah ouais. Ouais, c'est très perso. J'ai emmené ma fille comme cadeau de Noël, je crois, il y a quelques mois, et elle était dans le terminal pour nous voir décoller, mais on était déjà au-dessus de ce qu'on pouvait voir, en fait, alors Ouais. qu'elle m'attendait à nous voir passer devant la fenêtre. Non, les perfos sont incroyables. Vraiment, D'accord. on s'éclate vraiment. Et on peut dire un petit peu où vous rayonnez, sur quel terrain vous allez? C'est des grands terrains, des petits terrains, un peu partout? Alors, il y a de tout. Au niveau des distances, on va jusqu'au cercle polaire. J'étais à Rovaniemi, même plus haut au pôle Nord, quelquefois. Dans le sud, ça va jusqu'à les pays du Maghreb. On était en Algérie, etc., là en bas. Et dans l'ouest, voilà, il y a de l'eau. Mmh. Et dans l'est, ça va jusqu'en Turquie et même au-delà de ce que j'ai compris récemment. D'accord. Ok. Ouais, donc tu rayonnes sur toute l'Europe, quoi. Même un peu plus. Oui. Ouais, Ouais. même un peu plus. Et en termes de charge de travail, ça représente comment déjà? Est-ce que tu es au BIP? Parce qu'on sait qu'il y a des compagnies qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que les pilotes sont à dispo, puis quand ils bipent, on a un certain temps pour se préparer et y aller. Comment ça fonctionne? Alors, les contrats, je pense que c'est dans beaucoup de compagnies comme ça. Déjà, c'est pas des contrats horaires comme les autres jobs, c'est des contrats jours, c'est-à-dire on a des jours on, des jours off. Officiellement, dans mon contrat, c'est un 20 jours on, 10 jours off. Ça, c'est le minimum, non, le maximum qu'on peut vous demander. Dans la réalité, c'est un peu différent parce que dans mon cas, on est deux first officers sur le même poste. Du coup, ça réduit un peu le nombre de jours puisqu'il n'y a que 30 jours dans un mois, donc on est plutôt à du 15-15 qu'à du 20. Et ensuite, dans la réalité des faits, ça va beaucoup dépendre des saisons. Là, l'hiver, c'est un peu plus calme, mais je sais qu'en été, ça vole tous les jours. Ouais. Il y a des périodes où il y a des maintenances, c'est un peu plus calme aussi. Et après, ça dépend. En fait, vous pouvez être on, c'est-à-dire vous pouvez très bien être détaché de chez vous pendant 5 jours, mais des fois, ça peut être juste un vol aller, 3-4 jours sur place et un vol retour. Hmm. Donc, Ouais, donc vous pouvez patienter sur place, il n'y a pas de retour automatique avec renvoi d'un avion pour récupérer les gens après. non, il y a des fois, par exemple, en période de Noël, ils nous ont tous fait rentrer, l'avion est resté sur place. Des fois, ils nous demandent si on préfère rentrer quand ils savent que c'est des périodes qui sont plutôt longues où il n'y a pas encore de vol prévu. Ça dépend vraiment des situations. Mais en tout cas, c'est des rotations en général qui font maximum 7 jours d'affilée. Et ensuite, on rentre de nouveau à la maison. Et par contre, voilà, s'il y a des vols prévus, en général, on va plutôt d'un point A à un point B à un point C, B, et à la fin, on revient au point de départ à la fin de la semaine, ou à la fin des 5 jours, ou ça dépend. D'accord. Au niveau de l'organisation, comment est-ce que vous fonctionnez en équipage? C'est vous qui choisissez en fait les plans de vol, qui allez les déposer? Vous avez des opérations qui se chargent de ça pour vous? Comment ça se passe? Alors oui, on a une grande chance, c'est qu'on a des ops qui s'occupent de tout. Donc ça c'est pour l'organisation des plans de vol. Ensuite, au niveau des équipages, si j'ai bien compris votre question, on a toujours
un line training captain. Enfin, moi, je termine tout juste ma supervision. Donc, je vole tout le temps avec le même capitaine. Je suis pas sûre. Enfin, c'est ça la question que vous posiez au début au niveau des équipages. Oui, et puis comment c'est organisé quand vous préparez un vol? Est-ce que c'est vous qui déposez les plans de vol, qui choisissez les trajectoires ou c'est déjà tout prêt? Non, c'est déjà tout prêt. Non, tout est fait. On check juste tout ce qui nous envoie et on vérifie que c'est ce qu'on veut. Par exemple, souvent, on change les niveaux de vol ou on vérifie que je sais pas, les alternates, la météo est OK. Enfin, tout le reste d'ailleurs aussi. Mais non, dans les grandes lignes. Et puis voilà, la décision qui est toujours à prendre, c'est le fuel. En fonction du prix du fuel. Ça, c'est très propre à l'aviation d'affaires et enfin, très propre, j'en sais rien, je peux pas comparer, mais il y a beaucoup de choix qui sont faits pour des raisons financières et ça, c'est vraiment des choses que vous apprenez après sur le tard, qu'on vous apprend pas à l'école. Pourquoi là, on va prendre plus? Parce que là-bas, c'est plus cher ou parce que là-bas, on a moins le temps entre deux vols ou parce que après, il y a tous ces choix qui sont très organisationnels, qui sont liés à votre quotidien et au fonctionnement de votre compagnie et qui ne font pas du tout partie des choses qu'on apprend à l'école, quoi. D'accord. Je rappelle au chat, puisque voilà, les gens sont revenus après la coupure, vous pouvez poser vos questions à Rosalie, il n'y a pas de questions bêtes, donc allez-y, n'hésitez pas. Comment tu vois ta carrière justement au sein de la compagnie? C'est un passage à gauche, parce que je suppose que tu ne veux pas changer, donc c'est passer commandant de bord? Oui, d'ailleurs, on nous a mis au parfum dès le départ que c'était attendu. D'ailleurs, le type rating a été passé déjà aussi en place gauche pour que tout soit prêt. Et donc, eux nous donneront le feu vert que, effectivement, oui, c'est tout à fait la suite de la carrière qui est attendue. Après, comme je vous disais, là où je suis, en fait, c'est un avion propriétaire. Donc, la deuxième suite, c'est que l'avion évolue et que on va peut-être vers une autre machine avec plus grande capacité, plus grande distance, plus grande. Un petit Falcon 8X? Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah tu vois, on a des bonnes idées. Exactement. Enfin, c'est les deux axes d'évolution, je crois, vraiment à notre portée dans les années à venir. Ok. Et donc l'aviation d'affaires telle que tu la connais aujourd'hui, elle colle avec l'image que tu t'en faisais ou qu'on avait pu te raconter jusqu'à présent? Je crois qu'elle est encore 10 fois plus merveilleuse que ce que je m'imaginais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Je crois que si on m'avait donné une feuille et un stylo et qu'on m'avait dit indique-nous tous les critères qui pourraient faire que ton poste soit idéal ou qui te rend heureuse et que vraiment là, j'ai découvert un monde qui me correspond à 1000% et où vraiment tout est réuni. Et je ne sais pas vraiment si un jour je serai capable de changer et de passer de l'aviation d'affaires à la ligne ou en tout cas, pour ma part, j'ai rien si rien ne change, c'est tellement génial que, à part une évolution dans mon poste ou dans l'avion, mais ça me correspond, moi en tout cas, à 1000%. Tant que tu es heureuse justement dans ce que tu fais, c'est ce qui compte, c'est surtout ça qu'il faut voir. En tout cas, bravo pour cette abnégation. Il y avait cette question qui est un petit peu technique. Moi, j'ai pas la réponse. Est-ce que vous savez pourquoi Embraer a utilisé le terme de phénomène pour le jet? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. C'était la première chose qui m'était venue, ou c'est des réflexions qu'on m'a faites en disant ça colle très bien avec toi, phénomène. C'est parfait, mais non, au-delà, la vraie, j'ai jamais cherché. Il faudrait chercher sur le site de Embraer pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, merci Rosalie d'être venue nous partager un petit peu ce parcours qui est quand même inspirant, et je pense que s'il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont dans le même parcours d'entrepreneur avec des métiers avant, c'est un bel exemple d'abnégation, de volonté et puis de réussite, parce que tu as montré que quand on le voulait, on pouvait, et par contre, il faut bosser pour ça. Ça n'arrive pas comme ça tout cuit. C'est sûr. Oui, vraiment. Déjà, merci à vous pour l'invitation. Et vraiment, c'est le message que je souhaitais faire passer, c'est que vous ne posez pas de questions et vraiment passer à l'action. Et ça, je crois que je l'ai appris de ma profession d'avant. C'est que c'est vraiment l'action qui va faire la différence. C'est un petit pas, un coup de fil, une école, visiter un salon, une connaissance. Et c'est vraiment oser qui va faire la différence. Et vous avez besoin de connaître personne, vous avez besoin de rien connaître.
vous vous lancez et ça va le faire. Et c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Pas au niveau de la difficulté, c'est difficile. Franchement, dire que c'est facile, c'est vraiment mentir. Mais n'hésitez pas. En fait, si vous hésitez, c'est qu'il faut le faire. Et vraiment, il faut pas hésiter. Juste, par contre, il faudrait que financièrement, le plan soit solide parce que de s'arrêter au milieu, parce que ça ne suffit plus, c'est la pire des choses, je pense. Ok. On t'applaudit. Voilà, hop. Vous avez des points de chaîne également, les amis, si vous voulez remercier Rosalie, vous avez tout ce qu'il faut. On va se retrouver pour le mot de la fin, Rosalie, juste après, tu restes avec nous. On va juste tourner la dernière page de l'émission, puisque l'émission arrive à sa fin. C'est la foire aux questions remise de gaz, et on parle tout de suite des prochaines émissions à venir. Vous allez voir, il y a des trucs sympas. Et puis on retrouve Rosalie dans un instant. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Voilà, vous allez me confirmer, normalement vous avez entendu le son. Dites-moi si tout est OK dans le chat, mais normalement vous avez dû l'entendre, j'ai dû voir les petits niveaux qui montaient. On affiche le menu, on va dire oui, c'est OK, c'est bien, c'est parfait. Voilà, donc la semaine prochaine, donc mercredi prochain, 20h30, c'est une autre demoiselle qui va venir nous voir, c'est Margot Litschig. D'ailleurs, on dit plus demoiselle, on dit dame maintenant. On a enlevé des demoiselles. Donc, une pilote, Margot Litschig, qui viendra nous voir. Elle est pilote démonstratrice. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le monde des meetings aériens, vous avez peut-être vu évoluer la patrouille Tranchant, qui évolue sur Fouga Magister. Et même Margot, elle est pilote professionnelle et elle a été qualifiée sur cette machine. Donc, ça va être super intéressant de discuter avec elle de comment elle intègre son poste dans une telle patrouille. Donc notez bien, mercredi prochain, 20h30 en direct dans la zone. Puis le 25, alors le 24 février, je vous rappelle qu'il y aura donc une Ground School avec donc les cours de la zone aéro. Et puis le 25 février, 20h30, là on s'envolera de l'autre côté de l'Atlantique puisque nous aurons le plaisir de retrouver Roxane Ketterer-Vernet. Décidément, ce mois de février, pardon, est très féminin. On parlera de formation toujours, mais cette fois-ci en ligne, de la formation MPL. Qu'est-ce que c'est que la formation MPL ? Eh bien, Roxane viendra nous parler un petit peu de la manière dont elle a été sélectionnée, du métier, de sa formation, voilà, puisque je vous l'ai dit, en ce moment, elle est aux États-Unis pour faire sa pratique et elle sera en direct avec nous en visio. Ce sera le 25 février à 20h30 et encore une fois, avec toutes vos questions, si vous désirez savoir une autre filière pour être pilote de ligne, eh ben, c'est sur cette émission qu'il faudra être en place. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du programme. Rosalie, merci pour tout, merci à toi. On te souhaite bon vent dans ce joli métier et puis peut-être au plaisir de se croiser sur un aéroport, pourquoi pas Genève. Lolo, il est tout le temps à Genève, pourquoi pas? Merci beaucoup à vous. Eh bien écoute, tout le plaisir était pour nous. Donc ainsi s'achève donc la zone aéro de ce soir. Je vous rappelle donc quelle petite chose donne la réponse pour Phénom. Pourquoi? Parce que c'était quoi? Tu l'as marqué la réponse pour Phénom? C'est ça? J'ai pas vu. Tout simplement le mot. Oui, c'est ça. Donc tout simplement le mot dérivé du mot anglais phénoménal. C'est parce que voilà, Embraer a dit que c'était phénoménal. Donc c'est bien le cas. C'est parfait. Et il n'a pas menti. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Merci Steph pour l'info. Donc cette émission, elle va être en replay tout de suite dans quelques instants. Alors, peut-être qu'on fera un montage. Alors, quelques instants, ça sera peut-être différent. On va enlever la petite coupure qu'il y a eu et on va faire un petit montage. Donc, normalement, vous la retrouverez en intégralité. Je vous rappelle également que les replays, c'est sur YouTube. On compte sur vous pour mettre des pouces, pour liker, pour faire des commentaires. Vous pouvez poser vos questions aussi. N'hésitez pas, hein, c'est un espace d'échange, la zone. C'est pour vous et avec vous. Hein, c'est pas nous tout seuls. Voilà. C'est pas un podcast comme d'autres podcasts, on est dans l'échange. Les réseaux sociaux, évidemment, sur lesquels vous retrouvez l'intégralité des programmes. Merci Julot, il vient de les poster. Donc Instagram, Facebook, Patreon, YouTube et TikTok. Je rappelle que sur TikTok, on va vous proposer des nouveaux contenus pré-post-émission avec un petit peu plus de réac, mais ce sera des streams un peu plus sauvages. Donc rejoignez-nous si vous voulez ne pas les rater.
Les podcasts, évidemment, on est en train de refondre avec notre ami Julot la page des podcasts. Toutes les émissions sont en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, Amazon, Deezer, Spotify et j'en passe. Donc vous pouvez retrouver les émissions et vous abonner. La boutique pour tous les goodies si vous en souhaitez, le Discord pour continuer les échanges, vous avez les liens et vous avez aussi le site lazoneaero.fr avec le rappel de tout ce que je viens de dire. Voilà, merci à toutes et tous, encore une fois, merci Rosalie. Dans quelques instants, on bascule sur une chaîne, on va voir qui stream, et puis on bascule. Et puis on va aller chez Lolo, tiens, Lolo Radar, on va aller le voir, il est avec nous, on retourne le voir. Le raid chez Lolo Radar dans un instant, passez toutes et tous une très bonne soirée, fly safe pour ceux qui volent. Rosalie, merci beaucoup, plein de beaux vols, et puis à très bientôt dans la zone aéro. À bientôt. Bye bye. Au revoir. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission.